Bonjour à tous. Les médias reviennent sur la célébration de la journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre. C'était à l'occasion du 25 novembre, donc hier. On va faire le tour d'horizon des activités menées dans ce cadre et lors de nos débats, nous revenons sur le chemin parcouru par le Bénin en la matière. Nos échanges, c'est dans 1 heure de temps environ. Aujourd'hui, c'est mardi. Vous aurez droit à la rubrique santé. Esther Tofa sera donc au rendez-vous et va nous aider à découvrir un métier presque ingrat, nous dit-elle. Il s'agit du métier d'aide-soignant qui manque de reconnaissance et de considération en dépit de son importance dans la chaîne de l'administration de soins de qualité au Bénin. Santé matin, c'est à 3 quarts d'heure environ avec la chroniqueuse. N'oubliez pas les rubriques traditionnelles sur Actu Matin tous les matins, la une des journaux, la rue de presse et surtout la page des sports avec Candide Roueto qui va nous proposer à découvrir dans sa rubrique le magazine de la semaine, le parcours inspirant d'un sportif. Bienvenue à tous. Et nous voici donc pour le premier tour d'horizon de l'actualité telle que proposée par les quotidiens en manchette et à la une. Fraternité, audit du fichier électoral, les 3 réserves de l'UPR, quid de la position du BR, Moël Bénin et de RN, récurrence des bavures policières, excès de zèle ou burn-out. En tout cas, le journal s'interroge. Et puis nous avons attaque armée à Karimama dans le département de la Liborie. Les engins d'une entreprise de BTP incendiés, les manquements ayant conduit à la tragédie. Et puis installation du club CEDEAO au CG1 de Godoma. La présidente Edwige Dossougoin prête à relever les grands défis. Nous passons à Matin Libre ce matin. Institution de ministres conseillers, le décret contesté devant la CADHP, une plainte déposée pour contrariété. Et puis, le quotidien Le Meilleur, avec cette information vue des médias, l'ODEM qui reçoit la visite du Haut Conseil de la communication de la Centrafrique. Le matinal audit du fichier électoral par l'opposition, le non catégorique de l'UP, le renouveau. Le journal vous propose à lire les observations du parti. Décryptage info, séminaire sur le dialogue des juges, la Cour constitutionnelle pour la prévention des conflits négatifs de compétences. Nous sommes avec Kini à présent, sensibilisation et plaidoyer dans les arrondissements du Bénin, les lois protégeant les filles et les femmes en cours de vulgarisation. La tribune de la capitale et toujours cette actualité concernant je dois dire, l'ODEM, partage d'expérience et de suivi des médias en période électorale. L'ODEM reçoit la visite du Haut Conseil de la communication de la Centrafrique. Le quotidien Nokwe, balai des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, le traditionnel exercice devant les députés. Le quotidien L'Indépendant, audit du fichier électoral au Bénin, l'UPR refuse de s'associer à l'initiative de l'opposition. La même information en manchette de l'informateur, audit de la liste électorale, l'UPR se démarque et rejette. Le matin, Bénin, quinzaine d'activisme contre les VBG. La présidente de l'Institut national de la femme donne le top. Et nous voici à la une de Fraternité à nouveau pour la deuxième lecture, comme d'habitude, au titre du fichier électoral, les 3 réserves de l'UPR, puis de la position du BR, Moël Bénin du RN. En tout cas, le journal s'interroge à récurrence des bavures policières, excès de zèle ou burn-out. Le journal propose des pistes d'analyse de la situation. Attaque armée à Karimamam dans le département de la Liborie. Les engins d'une entreprise de BTP incendiés. Les manquements ayant conduit à la tragédie vous sont présentés par la publication de Ménoté. Puis installation du club CEDEAO au CG1 de Godoma. La présidente Edwige Dossougoin prête à relever les grands défis. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin à l'intérieur de Fraternité. Cette
Information assez surprenante dans les colonnes du quotidien qui nous est parvenue dans la nuit d'hier. Attaque armée à Karim-Moment dans le département de la Liborie. Il y a justement que des engins d'une entreprise de BTP ont été incendiés. Vous avez des images de l'attaque. Donc, par les individus armés non identifiés jusque-là. Je rappelle que ça se passe à Karim-Moment. Alors, des engins d'une entreprise de la place intervenant dans les travaux de routier incendiés, c'est le bilan de l'attaque armée enregistrée sur le tronçon Guéné-Karim-Moment. Les recoupements d'une source concordante font part d'une éruption des individus armés non identifiés sur le site de la dite entreprise. Les agents commis à la surveillance des sites ont été agressés, leurs motos brûlées. Les individus ont également mis feu aux machines et autres engins de l'entreprise, a renseigné la source qui a informé Fraternité. Achetez le journal, découvrez d'autres détails de cette actualité assez insolite. Et puis, je vous le disais, l'ODEM qui a reçu la visite du Haut Conseil de la communication de la Centrafrique hier. L'ODEM, c'est l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. De quoi est-ce qu'ils ont parlé? Fraternité vous fait un petit point dans sa production de ce matin. Vous allez notamment à la page 6 de la production du quotidien nous noté ce matin, vous verrez les détails liés justement à cette visite. On pourrait lire en tout cas entre autres que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission d'étude visant une gestion efficace des médias centrafricains durant les élections locales, les premières depuis 40 ans, prévues en effet pour juillet 2025. Là-bas donc on se prépare pour amorcer à nouveau la décentralisation et justement pour se préparer, le Haut Conseil de la communication de la Centrafrique a jugé bon de venir s'inspirer des expériences de l'ODEM. Il y a bien d'autres informations assez intéressantes dans les colonnes du quotidien Fraternité, notamment ce communiqué publié par l'Union progressiste Le Renouveau au sujet de cet appel du cadre de concertation de l'opposition pour mobiliser les énergies autour donc de l'action de l'audit du fichier électoral. Le Creuset semblait bien faire en promettant une large consultation. L'opposition catégorique du parti UPR dans les colonnes de Fraternité, c'était le journal. Et vous avez l'intégralité du communiqué qui fait d'ailleurs objet de manchette de la production, de la parution de Ménoté ce mardi matin. Vous aurez donc de plus amples détails sur les raisons de la position donc, de ce parti qui soutient les actions du chef de l'État depuis des lustres. On va passer maintenant au bulletin d'information avec la présentatrice de ce matin, Florence Moussa, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. On va parler dans votre bulletin d'information de cette inauguration du marché moderne régional d'Azové. Nous sommes là dans le département du Koufo et précisément dans la commune d'Aplahoué. L'infrastructure marchande a été officiellement mise en service ce week-end sous l'admiration, dit notre reporter, des populations. Les détails dans un instant donc. Nous irons également, à travers ce bulletin, à la découverte de la maison du cinéma Sabari de Djougou, dans le département de la Donga. Vous le voyez sur ces images, des vestiges du passé. Le bâtiment autrefois destiné à la projection des œuvres cinématographiques végète aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Le constat sera fait dans un instant. Ce sera certainement la même chose si on promenait les caméras et micro de Canal 3 Bénin, notamment à Cotonou, pour ce qui est aussi de ces centres affectés à la projection cinématographique pendant ces années 80 et 90. Voici le bulletin. Allez, on va prendre notre sac et aller rapidement faire un tour à Azové. Azové, si vous ne connaissez pas, c'est dans la commune d'Aplahoué, dans le département du Koufo précisément. Là-bas, désormais, la localité a un nouveau marché moderne. Elle a été inaugurée tout récemment, Florence. L'infrastructure marchande de Tanguy a été ouverte ce week-end dans le département du Koufo. C'était en présence des autorités politico-administratives et surtout les populations qui apprécient le chef-d'œuvre. Nassis Alossé. Une coupure symbolique du ruban qui a valeur d'ouverture officielle des portes du marché moderne construit par le gouvernement ici à Zové dans le département du Koufo. Une infrastructure dressée sur une superficie de 5,8 hectares
et qui offre aux usagers toutes les commodités d'un espace marchand. Ce marché couvrant 12 378 mètres carrés dispose désormais de 2049 espaces de vente incluant 1746 étals, 117 boutiques, 12 restaurants, 16 poissonneries, 16 boucheries, un espace de vente de bétail de 132 places, ainsi que 3 magasins répondant ainsi aux besoins de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Des équipements modernes conçus pour répondre aux besoins des commerçants et autres usagers. Ils sont installés sur des espaces commerciaux bien organisés, avec des infrastructures sanitaires, des zones de stockage ainsi que des aires de stationnement, mais aussi un système de gestion des déchets. Chères sœurs, mesdames et messieurs, ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes les acteurs principaux de ce marché. À travers votre travail quotidien, vous contribuez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région, à l'économie de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de ce marché, à l'entretenir, à le valoriser pour qu'il reste à jamais un moteur de croissance pour notre région. C'est aussi un exemple d'investissement qui éloigne désormais des usagers les souvenirs de conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Ce centre d'échanges commerciaux situé dans la commune d'Aplaoué est ainsi le premier marché moderne régional mis en service par le gouvernement. Vous savez dans quelles conditions les échanges commerciaux étaient faits dans nos marchés. Vous savez ce que nous nous préparons à vivre pour bientôt. Et pour cela, nous avons des raisons sérieuses de réitérer toujours, sans modération, nos remerciements à l'endroit de tout le gouvernement. 24 heures avant cette cérémonie d'ouverture officielle, le tirage au sort pour l'attribution des places a été effectué devant le public. La capacité d'accueil de cette infrastructure marchande est de 2049 places. Nous allons à présent prendre la direction de Djougou pour parler de la maison du cinéma Sabari dont l'état préoccupe de plus en plus les populations. Le bâtiment, autrefois destiné à la projection des œuvres cinématographiques, végète dans un état de dégradation avancée et c'est désormais d'abri aux reptiles et aux personnes de moralité douteuse. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage. Suivez. C'est une infrastructure dédiée aux activités cinématographiques qui sombre désormais dans un oubli indescriptible. Située en plein cœur de la ville de Djougou, la maison de cinéma Sabari est tombée en déchéance depuis plusieurs décennies. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur de cette infrastructure, le constat est patent. Toiture entièrement décoiffée, chaises en fer recouvertes de poussière, englouties sous des tôles rouillées, fauteuils en décrépitude, des murs lézardes ébranlants. C'est l'état piteux dans lequel végète ce joyau érigé au temps du maire Karim Boukari Tenaka. Il exprime sa tristesse de voir ce qui jadis a fait la jeunesse de bon nombre de Djougoua partir dans l'abîme. C'est une tristesse pour moi de constater que cette maison a été construite sous ma direction. J'étais le maire de Djougou en ce temps-là. Aujourd'hui, je constate que c'est de la ruine. On a les larmes aux yeux. C'était une maison de loisirs. C'était une maison de loisirs, une maison de cinéma. À l'époque, c'était le beau temps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est déplorable. Cinéma Sabari qui, il y a quelques années en arrière, regroupait les personnes de tous âges autour des œuvres cinématographiques, n'est désormais qu'un bâtiment fantôme et voué à l'abandon. Fierté d'hier, infrastructure socio-culturelle de premier choix, il constitue un nid pour reptiles, insectes et individus de moralité douteuse. Certains n'hésitent pas à parler d'un danger public auquel il faut trouver une solution. Cette maison qui faisait la fierté de tout Djougou est devenue aujourd'hui un danger public, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est
un lieu qui a vraiment bercé notre enfance ici à Djougou. Aujourd'hui, venir voir ce bâtiment dans cet état, vraiment, c'est avec émotion. Année après année, le bâtiment se désagrège peu à peu, faute d'entretien et d'absence d'une politique de sa mise en valeur. Ce que moi je constate là, c'est comme une négligence. L'État ne s'est pas occupé, ou en tout cas la structure qui est chargée d'occuper de la maison l'a abandonnée et elle est tombée en ruine. Ce qui est marrant dans cette affaire, nous constatons que cette maison n'a même pas de responsable. On ne sait pas à qui appartient cette maison-là. À la commune, à l'État. Dans cette situation-là, on ne sait plus à quel sens se vouer. Tout en déplorant l'état dans lequel se trouve cette infrastructure, fruit de plusieurs millions d'investissements, sages et autorités politico-administratives implorent la bienveillance du gouvernement Talon afin qu'une solution soit vite trouvée. Je voudrais implorer l'indulgence du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, afin qu'une solution soit trouvée à ce bâtiment qui est totalement en ruine et qui peut nous créer des désagréments très très graves. Ce qu'il faut faire, il ne s'agit pas de dire qu'on va réhabiliter, on va arranger, ce n'est plus arrangeable. Il faut détruire et reconstruire une nouvelle maison, une belle maison de plaisir. C'est ce que moi je souhaite. Et ça ne peut être fait que par l'État lui-même. Et je souhaiterais que l'État envoie des gens venir constater eux-mêmes le désastre dans lequel nous sommes ici à Djougou. En attendant une décision du gouvernement Talon qui ne cesse d'entreprendre réformes audacieuses pour booster les activités culturelles, artistiques et touristiques, une question taraude toujours les esprits. Combien d'années tiendra encore ce bâtiment en ruine? Bien malin, qui pourra le dire? L'état de cette maison n'est pas gai. Ce n'est pas gai, ce n'est pas bon. On reste toujours dans le nord du Bénin pour s'intéresser au groupe musical Star Féminine Bond de l'Atakora qui n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance édition 2024. Sous l'impulsion donc de l'UNICEF, ce groupe musical de 7 jeunes filles dévouées pour la promotion des droits des enfants a procédé au lancement de leur chanson intitulée Toutes les filles à l'école. C'est le bureau de l'UNICEF Nati Tengu qui a servi de cadre à ce lancement suivant. Nominé champion de l'UNICEF il y a exactement un an, le groupe musical Star Féminine Band de l'Atakora a mené une série d'activités allant dans le sens de la promotion des droits des enfants. Parmi celles-ci, une chanson intitulée « Toutes les filles à l'école ». Saisissant l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfance édition 2024 sous l'impulsion de l'UNICEF, ce groupe de 7 jeunes filles dévouées pour la défense des droits des enfants a décidé de lancer cette composition musicale à la faveur de ce tête-à-tête avec les hommes des médias. Nous avons produit une chanson intitulée « Éducation des filles » qui invite les parents à s'engager davantage pour la scolarisation de leurs enfants, notamment leurs filles. Chers professionnels des médias, l'objet de cette rencontre est d'annoncer officiellement le lancement de cette chanson. Le choix du 20 novembre n'est pas un hasard. Cette date marque la Journée mondiale de l'enfance. Célébrée sous le thème « Écoutez l'avenir », cette édition rappelle que les parents et les décideurs doivent écouter les enfants et respecter leur droit de s'exprimer. Entre autres messages clés véhiculés dans cette composition musicale, on peut retenir. Pour l'avenir du Bénin, protégeons nos filles, laissons-les étudier. Chaque fille en classe, pas en mariage, bâtissons leur avenir. Nous comptons sur vous, chers médias, pour amplifier ces messages et faire résonner notre plaidoyer auprès du plus grand nombre. Le présent lancement fait partie des activités phares que l'UNICEF a prévues dans le cadre de cette célébration dans la cité de Nanto. Le bureau de l'UNICEF de Nati Tengu a prévu un certain nombre d'activités, dont le lancement de la chanson intitulée « Toutes les filles à l'école »
du groupe musical Star Feminine Band. La Star Feminine Band est un groupe musical de la Takora qui s'investit beaucoup pour la promotion des droits de l'enfant, raison pour laquelle ce groupe constitué de jeunes filles, de braves jeunes filles. Un souci technique avec cet élément, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Avant de mettre un terme à cette session d'information, retenez que dans l'optique de fidéliser sa clientèle, la campagne de voyage Novi Voyage Plus a convié ses usagers à participer à un challenge sur les réseaux sociaux. À l'issue donc de cette compétition virtuelle, les meilleurs contenus ont été retenus et primés à l'occasion d'un cocktail. Exetofa et Moufid Sabo. Faire de courtes vidéos sur les réseaux sociaux pour exprimer les raisons du choix de la compagnie de transport. C'est en cela que consistait le challenge Pourquoi j'aime Novi Voyage Plus, organisé du 7 octobre au 3 novembre 2024 par la compagnie. Au total, 40 vidéos ont été sélectionnées. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous pour votre participation enthousiaste à ce jeu concours. Votre engagement et votre créativité ont fait de cette expérience un véritable succès. Chaque lauréat ici présent représente une histoire, un parcours pour notre compagnie. En fait, c'est votre compagnie. Novi Voyage Plus veut que vous puissiez la considérer comme votre compagnie. Et donc, nous vous invitons à continuer de contribuer à travers vos suggestions pour que nous continuions de nous améliorer pour votre meilleure satisfaction. À la fin du challenge, 10 lauréats ont été retenus, dont 3 qui ont reçu plus de likes. Joël Denon, en comptabilisant plus de 8000 likes, repart à l'occasion de cette cérémonie de remise avec une somme de 200 000 francs CFA. Du cadre du challenge, Novi Voyage, c'est d'abord mon quotidien. C'est à chaque fois que je dois venir à Cotonou ou retourner à Porto-Novo, je prends toujours Novi Voyage Plus. Je suis sorti premier lors du challenge. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Je suis vraiment content. Et c'est également le moment pour nous. Je parle au nom de tous les clients de Novi Voyage Plus. C'est le moment pour nous de réitérer notre engagement et continuer à prendre Novi Voyage Plus. Et nous espérons que dans les jours à venir, Novi Voyage, comme il a toujours fait, va trouver les moyens encore de nous sublimer, de nous égayer. Nous sommes très satisfaits de cette marque d'engagement de nos clients, de leur esprit de créativité, leur don pour la compagnie et leur contribution pour promouvoir la compagnie. Les deuxième et troisième lauréats sont quant à eux gratifiés respectivement d'un chèque de 100 000 et 50 000 francs CFA. Un lot de consolation, à savoir une somme de 30 000 francs, a été offert aux 37 autres participants dont les vidéos ont été retenues. Tout le processus a été suivi par un cabinet d'huissier qui en a confirmé la légalité et la véracité. Notre contrôle et les résultats sont totalement certifiés. Tanguy, c'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence, pour la présentation justement de ce mini-journal sur Actu Matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, vous aurez donc le bulletin des informations sportives. Mais avant, je vous rappelle que dans la journée, vous avez d'autres rendez-vous de l'information, notamment à 11h et à 16h. Ce sont là les éditions intermédiaires parce qu'à 13h, 19h30, 22h30, vous avez donc rendez-vous avec les grandes éditions où l'actualité vous est proposée dans un tour d'horizon intégral. Voici donc Sport Matin ce matin.
On aura évoqué dans Sport Matin ce matin plusieurs disciplines. Candy Dunguneta, bonjour. Candy, bonjour. On va donc notamment parler de skateboard et aviron. On ne va pas oublier le football. C'est notre discipline passion, sur lequel d'ailleurs porte le documentaire de la semaine, en tout cas de ce mardi matin. Mais déjà, on va commencer par le sport roi, principalement avec le football féminin. Oui, Tanguy, le championnat féminin de première division du Bénin a pris son envol le week-end écoulé. Le match d'ouverture s'est soldé par un score nul de 2 buts partout entre l'équipe de Vigueur FC de Lokossa et FAL FC de Boykan. Et parlant de la première division féminine du championnat national, nous nous sommes incrustés bien entendu dans l'univers d'une équipe promue dans l'élite. Il s'agit de l'équipe de l'AS JFA féminine de Covey qui signe son retour en première division féminine de saison après avoir séjourné en division inférieure. L'association sportive Jeunesse Formation d'Agony de retour dans la cour des grands. Le club a joué une première saison en première division, une deuxième saison en deuxième division avant de monter maintenant. Pour mieux se comporter aux côtés des habitués de l'élite du football féminin au cours de la prochaine saison et surtout éviter les erreurs du passé, le club féminin qui tient ses bases à Covey a compris qu'il faut avoir les reins solides. Et pour ça, on n'attend pas les dernières semaines pour procéder aux réglages nécessaires. D'abord, le staff technique remanié avec l'arrivée d'un technicien qui a du vécu et surtout le diplôme requis pour entraîner une équipe de football de première division. Ensuite, le renforcement de la nomenclature de l'effectif avec de nombreux recrutements effectués. Mon entraîneur qui a fait avec l'équipe en D2, qui a monté l'équipe en D1, malheureusement n'avait pas la licence D. On a été obligé de négocier une séparation avec l'ancien entraîneur. Quant aux joueuses, c'est normal. C'est normal que c'est des petites. Pour la plupart de 18 ans, de 17 ans, de 19 ans qui ont joué la D2. L'expérience de la D2 n'est pas celle de la D1, surtout lorsque vous vous trouvez dans une jungle. Parmi les nouvelles recrues du club, on peut retrouver quelques internationales béninoises, à l'instar de Catherine Zissou ou encore la gardienne Larissa Godu ayant toutes deux récemment pris part au championnat féminin du Gabon. À celles-ci viennent s'ajouter bien d'autres joueuses qui sont habituées de l'élite féminine béninoise. J'ai vu mes débuts dans ce pays avec Vigueur, avec Galassi. Et Galassi, en son temps, notre force, c'était pas qu'on était... Bon, c'était pas une équipe star en fait. C'est seulement 3 ou 4 personnes qui constituaient l'équipe, mais on arrivait toujours à sortir l'épingle du jeu. Donc si j'ai opté pour AGFA, c'est parce que j'ai vu que ce sont des enfants, oui, et que je peux apporter mon expérience avec les enfants. Et ce que j'apprécie là-bas, c'est qu'on fait la promotion des joueuses béninoises particulièrement. Donc j'ai trouvé l'opportunité non seulement d'apporter un plus, mais aussi de pouvoir avoir la chance de beaucoup jouer, m'améliorer sur le terrain, avoir le temps de jeu. Afin de bâtir une équipe compétitive capable de tutoyer les équipes habituées de la première division, la nouvelle venue dans l'élite a procédé au renforcement de presque tous les compartiments de l'équipe, qui a terminé vice-championne de la deuxième division la saison écoulée. Et ceci de la défense en attaque, en passant par le milieu de terrain. Je dirais que c'est des recrues de taille, puisqu'elles avaient déjà un nom avant de venir vers moi. Et par le travail, je pense qu'on va essayer de rehausser leur niveau pour qu'on puisse avoir de ce que nous voulons chez eux. Les petites qui sont dedans, qui ont monté l'équipe, il y en a, n'est-ce pas, qui restent et qui jouent les 90 minutes s'ils ne sont pas malades. Elles constituent le tassu du groupe, mais nous avons voulu les renforcer par des joueuses qui ont déjà l'expérience de la D1. Pour asseoir une bonne équipe et créer une cohésion de jeu au sein du groupe renforcé, l'équipe de l'AS JFA a livré ces dernières semaines plusieurs matchs amicaux. Occasion pour le staff technique d'évaluer les forces et faiblesses de l'effectif. Ce samedi, l'équipe est en déplacement sur les installations de l'université d'Abomey-Calavi pour un énième match test de préparation.
Et cet après-midi, le club s'offre un duel amical avec le club de Dynamique FC qui a terminé 3e de la poule A en première division féminine la saison écoulée. À l'arrivée, les filles de Kobe s'inclinent sur un score de 2-0. 2-0, ce n'est pas encore criard chez moi. Nous allons toujours continuer par travailler. Toujours est-il qu'après ce match, j'ai pu tirer ce que je veux de l'équipe et à partir de la semaine prochaine, je vais continuer par travailler. Et je pense que c'est des filles qui travaillent aussi. Elles sont engagées. Maintenant, elles sont en première division. Elles doivent se transformer dans une équipe d'élite. Elles doivent se comporter comme des professionnels et le travail doit continuer. Aujourd'hui, de retour en première division féminine béninoise, après un séjour de plusieurs saisons en division inférieure, l'AS JFA nourrit de grandes ambitions pour le compte de la saison 2024-2025. Pour moi, cette saison, il faut respecter la hiérarchie parce qu'il y a des équipes qui sont là avant nous et on va tout faire pour jouer le maintien. Objectif de l'AS JFA cette saison, nous restons modestes, nous ne voulons pas jouer les derniers rôles, c'est tout. Le reste, on travaille et on prendra comme d'habitude match par match pour évoluer. Je veux non seulement qu'on soit une équipe championne du Bénin, mais aussi si on peut avoir la chance de participer aux compétitions internationales et pouvoir faire nos preuves à l'échelle internationale. Des ambitions un peu osées pour une équipe promue en première division qui aura à faire face à la concurrence des équipes habituées à jouer le titre de l'élite. Et à ces différentes formations habituées à la première division, les joueuses et dirigeants de l'AS JFA envoient un avertissement. Nous venons en force et nous n'allons pas nous laisser intimider par l'ancienneté que ces équipes ont. Nous aussi, nous allons prouver de quoi nous sommes capables. Ils doivent savoir qu'ils doivent compter avec l'AS JFA. C'est tout. Ils doivent compter avec l'AS JFA. Ils ne doivent pas nous regarder comme une équipe qui vient fraîchement de monter en D1, qui nous regarde comme une équipe qui est venue jouer la D1 avec ses ambitions de ne pas jouer les derniers rôles. Le message est bien clair. Et pour le compte de la saison 2024-2025 de la première division féminine, l'AS JFA va évoluer dans la poule B au cours de la phase zonale, aux côtés des équipes comme l'AS Kamia de Bembereke, l'AS Leader de Parakou, AS Lyon de Bante, Elite AC de Parakou, FAL FC de Boykan, Léopard Omnisport d'Abomey et Vigueur FC de Lokossa. Le coup d'envoi a été donné le samedi 23 novembre et en attendant son entrée en lice prévue pour le 1er décembre 2024 contre l'équipe de l'AS Leaders, le club de Kobe poursuit sa préparation. L'AS JFA, bien entendu, qui poursuit sa préparation en attendant son entrée en lice, bien entendu, pour son retour en première division féminine après avoir séjourné 2 saisons en division inférieure. Tandis l'AS JFA de Kobe, je ne trahis aucun secret, mais on va dire que vous avez des origines certainement de Kobe, un club de vos origines certainement. Oui, un club de Kobe, j'avoue que je suis un peu curieux de savoir à quoi ça ressemble un peu dans la prestation. J'ai vu des images assez intéressantes. C'est toujours bien de voir des femmes jouer, quelle que soit leur origine. En tout cas, et surtout que ce soit un club de Kobe, on va lui souhaiter le meilleur. De toute façon, le club qui signe son retour en première division féminine va évoluer bien entendu dans la poule B pour ce qui est de la phase zonale. Le coup d'envoi qui a été donné samedi dernier et le club de Kobe fera son entrée en lice le 1er décembre prochain face à l'équipe de l'AS Leader de Parakou. On va changer de discipline maintenant. La Fédération béninoise de roller sport a enclenché le processus de développement du skateboard au Bénin en vue de compter dans les prochaines joutes internationales de la discipline des représentants béninois. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé une formation de 7 jours à l'endroit des moniteurs et encadreurs de skateboard locaux. Et pour ce stage d'une semaine clôturé le dimanche, l'expert formateur venu, bien entendu, de la Fédération française de skateboard a outillé les Béninois sur les fondamentaux de la discipline en vue de leur permettre de mieux la développer au Bénin. Ils ont reçu diverses notions sur les différentes techniques de pratique du skateboard et je vais vous inviter à suivre ici quelques participants à l'issue de 7 jours de formation. On a acquis beaucoup de nouvelles techniques de skate. Les anciennes techniques qu'on pratiquait, on a vu que
et il nous fallait plus de connaissances. Donc cette formation, elle était beaucoup plus basée sur l'apprentissage des bases du skateboard, telles que le positionnement des pieds, comment se tenir sur un terrain, comment se déplacer. J'avais peur de m'y appliquer. Bon, petit à petit, j'ai appris les biais à bas. Comment faire, comment monter sur les skates, comment tomber d'abord. Parce qu'on fait souvent des chutes bizarres. J'ai déjà tout ce qu'il faut, tout le matos physique et psychologique qu'il faut pour pouvoir me lancer sur le terrain en vue de former des progénitures naissants du skateboard, spécialement dans mon département dans le Nord. L'objectif, c'était d'avoir des moniteurs, des gens prêts pour pouvoir relayer, pour pouvoir faire développer réellement le skateboard dans tous les clubs, dans tous les coins du Bénin. Donc, je peux me permettre de dire qu'à la fin de ces 7 jours de formation, les objectifs ont été véritablement atteints puisque nous avons aujourd'hui 8 moniteurs qui sont prêts à continuer le travail. Et ces 8 moniteurs iront dans les différents clubs pour restituer tout ce qu'ils ont eu comme notions théoriques et pratiques en vue du développement du skateboard au Bénin. Faire la promotion de cette discipline olympique qu'est le skateboard, bien entendu, au Bénin, c'est l'objectif principal de la Fédération béninoise de roller sport en initiant cette formation. Et comme pour atteindre de grandes ambitions, il faut se donner les moyens nécessaires. La Fédération béninoise de roller sport a doté 10 de ses clubs affiliés, chacun de 5 skateboards professionnels, 5 casques de protection professionnelle et 5 chairs de protection, bien entendu, professionnelle, en vue, bien entendu, de l'éclosion de cette discipline olympique qu'est le skateboard au Bénin. Pourquoi pas compter dans les tout prochains mois des représentants au JOJ, bien entendu, les Jeux olympiques et de la jeunesse de Dakar 2026, des représentants béninois dans cette discipline qu'est le skateboard, et pourquoi pas au JO de Los Angeles 2028. D'une discipline olympique à une autre, parlons maintenant de l'aviron où le Bénin a pris part du vendredi à ce dimanche à la compétition sous-régionale dénommée RECAT de 3 nations au Nigeria. Une compétition qui a réuni des athlètes du Togo, du Nigeria et du Bénin dans plusieurs catégories, dont le skiff hommes et dames, le double dames et hommes, et dans la catégorie mixte. Elle s'est déroulée pendant 72 heures sous l'égide de la Confédération africaine de l'aviron. Le Bénin y a pris part avec un total de 9 athlètes rameurs et s'en sort avec une moisson de 14 médailles au total, dont 5 en or, 6 en argent et 3 en bronze. La prochaine étape de cette régate de 3 nations est prévue se dérouler au Togo du 13 au 15 décembre 2024, puis la dernière étape va se dérouler au Bénin l'année prochaine, c'est-à-dire en 2025. Tanguy, voilà l'essentiel à retenir de l'actualité sportive ce matin. Multidisciplinaire. Merci beaucoup à vous, candidat pour la présentation. Donc, ce tour d'horizon de l'actualité des sports. On aura parlé de football, notamment de football féminin. On aura parlé de skateboard avec ce jeune gamin assez à l'aise, hein, oui, justement, sur son outil de compétition. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Maël. Je pense beaucoup plus que c'est l'une des pépites qu'on aura à découvrir dans les toutes prochaines semaines, pourquoi pas, dans un numéro de document de la semaine. De toute façon, je m'y attelle. Et bien entendu, on aura droit à un document de la semaine sur ce jeune qui est considéré aujourd'hui comme l'une des pépites, sinon l'un des talents émergents de la meilleure promesse. Voilà. En tout cas, les seules images qu'on a eues de lui montrent une certaine aisance, une certaine agilité, en tout cas, à mieux manœuvrer sur son outil de compétition. On va souhaiter véritablement que son talent éclose et qu'il puisse quand même porter les couleurs du Bénin à l'international. Merci beaucoup. Je vous en prie, à demain. Et très bonne journée, à demain. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant découvrir une tradition séculaire d'un peuple, notamment dans la Donga. Il s'agit de peuple Badjoudé, notamment dans la commune de Waké, c'est le peuple Lopa. Dans sa tradition, l'une de ses activités, notamment annuelle, c'est la fête de la chicotte.
Alors, ça peut vous surprendre. La fête de la chicotte, c'est un rendez-vous annuel qui se tient notamment vers la fin du mois d'octobre de chaque année et qui sanctionne justement le passage rituel d'un enfant d'une classe à une autre. Sans justement l'observation de ce rite-là, un jeune n'est pas autorisé, en tout cas dans les temps anciens, à se marier ou à s'intéresser aux décisions de la cité. Ce n'est pas un majeur et donc il doit continuer dans la catégorie des enfants. Alors, comment se passe la fête de la chicotte? Quel est son sens premier? Est-ce que justement cette fête est toujours avec le même engouement que par le passé? Beaucoup de questions qu'on s'est posées et dont les réponses se trouvent justement dans cette production que nous avions réalisée. En se réveillant dans son calme habituel, Badjoudé, un arrondissement de la commune de Waké, trahissait toute la ferveur populaire qui va être la sienne en cette journée si spéciale. Dans les concessions, les jeunes et les enfants, hommes comme femmes, s'affairent. Le soleil sera bien fort dans quelques instants. C'est pourquoi il faut aller très vite dans le port d'accoutrement pour la fête. Une fête si spéciale, le Kamou, la fête de la chicotte. C'est une cérémonie identitaire d'initiation à la bravoure et au changement donc, de classe sociale, Kamou au healing. C'est un peu une formation patriotique, idéologique et pré-militaire. C'est la fraternité, c'est des moments forts pour donc consolider donc la fraternité, pour les liens, pour consolider les liens familiaux. C'est la psychologie qui travaille aujourd'hui. Depuis près d'1 mois, psychologiquement, les gens sont préparés, ils s'attendent à un tel événement et naturellement, ils ont donc l'adrénaline dans le cœur. Donc ils n'ont rien pris, ils n'ont rien vu? Absolument rien. Absolument rien. Après le moment de l'accoutrement, le jeune est prêt pour la fête. Il a déjà toute sa tête à ce qui va se passer tout à l'heure et cela est bien loin de l'effrayer. Nous sommes aujourd'hui prêts à vraiment sortir et montrer ce dont nous sommes capables. Donc nous sommes contents qu'aujourd'hui nous allons sortir pour faire. En de petits groupes, les divers candidats à la démonstration de tout à l'heure parcourent toutes les rues et les maisons du village, comme pour prendre à témoin l'ensemble de la population. La fête commence devant chez le roi, un peu comme pour lui faire allégeance. Et même s'il est encore bien caché dans son palais royal, les jeunes passent à la fête. Après avoir servi le roi, les jeunes se dirigent vers la place publique. C'est là-bas que toutes les équipes vont s'affronter à travers des duels très épiques. Difficile à ce moment-là de contenir la foule. Pour toute protection et défense,
Le jeune en pleine initiation n'a que cette sorte de bouclier. D'autres utilisent leur propre chicotte pour bloquer le coup de l'adversaire. Dans cette partie, l'esquive est interdite. Les plus habiles, les plus expérimentés s'en sortent souvent, mais pas toujours. La journée de fête n'en est même pas encore à sa moitié qu'elle a déjà fait ses heureux et ses nouveaux initiés. Des dos lacérés, des bras éprouvés, mais le moral toujours haut, la fièvre toujours maintenue pour continuer la fête. Certains sont plutôt soulagés à cet état. Oui, j'ai enlevé un poids. Parce que comme c'est ma première fois, je ne me sentais pas bien le matin. Mais aussi j'ai pris mon premier et deuxième coup. Je me suis senti à l'aise après et on continue. Mais les blessures brûlent, non? Non. Tu as participé à la cérémonie de chicotte? Oui. C'était comment? C'est doux. C'est doux, tu as su? Parce que tu t'es blessé et autres là. Comment tu te sens là? Ça sent mal. Ça fait du mal, non? Oui. Ça fait mal? Oui. Et pourquoi tu as fait ça alors? C'est notre papa qui nous a montré ça. Les blessures se passent, se cicatrisent d'elles-mêmes. Quand on va finir, ils se lavent là, c'est fini. Ça, une semaine, 3 jours, ça se sèche. Une fois que tu es né là, tu es venu au combat. La vie, c'est un combat. Alors, il faut préparer donc les enfants psychologiquement à être prêts à relever donc des défis dans des situations donc difficiles. Est-ce qu'il arrive que des gens fuient? Oui, il arrive. Et quand il fuit, ça devient quoi? Enfin... Si c'est pas fait, il s'humilie. Il va être humilié. Lui-même, il aura honte de voir les gens. Voilà. C'est dans le sang, comme on le dit. Et si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'es pas, quelque chose te manque dans ta vie. Au terme de cette première partie chez le roi et sur la place publique, le jeune initié doit aller se montrer chez ses parents maternels. Une étape inévitable que la tradition impose aux oncles de prendre comme un défi du neveu. Et ici aussi, la chicotte pleut. Mouton ou bien cabri, tu amènes une partie, c'est-à-dire comment on peut appeler ça, la cuisse du cabri que tu as tué chez tes parents, tu amènes ça à l'oncle et maintenant l'oncle te donne un coq. Donc c'est comme ça se passe. Ça a une signification? Oui, la signification est que c'est ce que je vous ai expliqué. Pour annoncer le début et pour annoncer la fin. C'est au bout de cette étape et après 3 années consécutives d'observation de cette tradition que le jeune Lokwa passe à la majorité. Il acquiert un certain nombre de droits et devient citoyen à part entière, donc prêt aussi pour la défense de sa patrie. Aujourd'hui, si notre gouvernement dit j'ai besoin des réservistes tout de suite
pour aller sur le front, nous sommes prêts. C'est clair, nous sommes prêts. Et je vous fais une confidence. Allez dans l'armée béninoise. Les locaux sont fortement représentés et ils nous relèvent les défis. D'après les informations que nous recevons, bon, c'est nos frères qui sont dedans. On les suit de près. C'est normalement en tant que Lokwa, normalement après cette fête, on peut se marier. Et ça correspond en même temps à la fête de l'Ignam. Et c'est aujourd'hui les détenteurs, aujourd'hui normalement c'est aujourd'hui qu'on va faire l'Ignam pilé dans toutes les maisons et tout le monde peut manger la nouvelle Ignam qui est sortie. Déjà, vous avez mis de la poudre, vous avez mis, certains ont attaché des choses, c'est des gris-gris, non? Non, c'est pas des gris-gris. Et pourquoi ils mettent tout ça? C'est juste pour la décoration. Vous êtes sûr? Oui, c'est très sûr. Les plumes d'oiseaux sur la tête, les grelots et autres là. Voilà, ça c'est pour différencier les grades. Pour différencier les grades. D'une tradition initiatique, la fête de la Chicotte est passée à une fête populaire à l'occasion de laquelle le peuple local et ami se mobilise chaque année. Désormais, l'événement est célébré dans des espaces plus appropriés et des comités sont mis en place pour une bonne organisation. Aujourd'hui à Waké et tout à l'heure vous étiez à Bajoudé, les choses ont changé, les choses ont évolué. On a beaucoup travaillé dans l'organisation, dans la restructuration des manifestations et les jeunes s'intéressent davantage à la fête. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour faire cette cérémonie, cette tradition, les parents achètent les poulets, les cabris, les bœufs pour pouvoir célébrer la fête. Si vous avez des enfants à partir de 5 ans, 6 ans, jusqu'au-delà, on commence par les initier. 5 ans, 6 ans, ils chicotent. Ils font la chicotte jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. C'est une cérémonie d'initiation et puis c'est pour la bravoure que cette cérémonie est faite. Vous savez, c'est notre culture. Ça a commencé depuis des générations. Nos arrière-grands-parents, nos parents ont perpétué ça. Et c'est notre rôle maintenant de soutenir. Vous savez, la tradition tendait à disparaître progressivement. Et la Fondation Paul Darboux que je dirige a décidé depuis un certain nombre d'années de prendre le relais et de soutenir les éditions de la CAMU pour préserver notre culture. Et ça nous tient à cœur. Chaque année donc, et vers la fin du mois d'octobre, le monde converge vers Badjoudé pour découvrir ou assister à une tradition de vieille date que les Lokwa, un peuple fier et guerrier, éparpillé sur les 2 départements du nord-ouest du Bénin et même au-delà des frontières nationales, essaient de conserver contre la modernité et les nouveautés du temps moderne. Là donc,
La fête de la chicotte. Je rappelle que c'est une réalisation faite à Badjoudé. Badjoudé, c'est dans la commune de Waké. Vous avez pu découvrir le sens d'une tradition séculaire et comment est-ce que les fils et filles de cette localité, et notamment de ce peuple-là, héritier de ce peuple, eh bien, travaillent à perpétuer cet héritage donc, des ancêtres. Allez, on va poursuivre Actu Matin. Et voici maintenant Sport Matin, pardon, Santé Matin. Sport et santé, c'est presque la même chose, hein, puisque l'un entraîne l'autre. Par contre, sur l'Actu Matin, c'est quand même deux figures différentes qui animent les deux rubriques sur cette matinale. On a déjà vu Candide Roux étant passé par ici. Cette fois-ci, parole à Esther Tofa. Esther, bonjour. Bonjour, Tanguy. Et en face de vous, Annick Agbazo, aide-soignante depuis plus de 20 ans. Madame Agbazo, bonjour. Bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. 26 novembre, dites-vous Esther, c'est la journée consacrée par la communauté internationale aux aides-soignants. Eh bien, ces hommes et femmes que nous rencontrons dans nos formations sanitaires qui aident les patients pour tous leurs besoins. Vous allez donc nous faire découvrir justement en quoi consiste brièvement ce travail-là, cette profession, et qu'est-ce qu'elle apporte justement à la qualité de soins à obtenir dans les formations sanitaires. Pour cela, donc, vous avez invité Madame Agbazo. Exactement. Madame Agbazo, bonjour. Bonjour, madame. Souvent appelées filles de salle ou garçons de salle dans nos hôpitaux, les aides-soignants sont plus en contact avec les patients, responsables des petits soins, hygiène, confort. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous en parler à l'occasion de cette journée. Parlez-nous d'abord un peu de votre parcours à vous en tant qu'aide-soignante. Merci beaucoup, messieurs et madame. J'ai suivi ma formation. Je suis rentrée dedans à la clinique coopérative Minokpo, PK5, de 1996 à l'an 2000. J'ai fini ma formation, j'ai eu mon diplôme le 29 avril 2000. Alors, depuis, vous êtes en profession depuis 2000, ça fait 24 ans banalement, vous êtes très ancienne dans le métier. Comment est-ce que ça se passe avec les médecins, les infirmiers et même les patients? Merci, madame. Avec les infirmiers, spécialement moi, je n'ai pas de problème avec les infirmiers. Même avec les médecins, non. De même qu'avec les malades, je n'ai pas de problème avec les malades. Parce qu'on les gère comme nos parents. Et comment ça se passe? Un aide-soignant doit faire quoi concrètement dans un hôpital? Un aide-soignant, son rôle est d'aider les médecins, les sages-femmes, les infirmiers dans leurs activités. Et de s'occuper de la propreté du centre de santé et de garder les malades à l'écoute des malades à chaque fois. C'est-à-dire quand il y a une perfusion à changer, c'est l'aide-soignant qui le fait? Ou s'il y a des médicaments à donner, ou bien ça c'est avec la supervision des infirmiers? Si c'est pour enlever une perfusion, c'est pas la supervision du médecin ou de l'infirmier. Mais si c'est pour donner des médicaments, on nous demande, on a déjà la posologie. Donc, avec la posologie, on donne les médicaments aux patients. Donc, après ça, manger les petits repas que les patients doivent prendre, s'ils doivent se laver, s'ils ont des besoins spécifiques, tout ça, c'est votre boulot à vous. Oui, merci. Je les aide, j'aide beaucoup les malades dans les toilettes. Et puis, si c'est pour donner à manger aux patients, je le fais. Parce que il y a d'autres patients qui viennent à l'hôpital comme ça. On leur fait des soins, mais ils n'arrivent pas à manger. Mais moi, je leur donne à manger. Je lave mes mains, je leur donne à manger. C'est bien. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au cours de ces 24 années de carrière que vous avez? J'ai rencontré pas mal de difficultés. Et je remercie un responsable qui m'a aidé. Aujourd'hui, je suis devant vous.
Sinon, j'ai failli laisser ce job. Racontez-nous un peu. Quand j'ai fini, je suis restée à Sainte-Marie-des-Anges. On nous payait un maigre salaire, ils ont dit stage professionnel. Je n'ai pas trouvé, je suis rentrée à la pharmacie à Batois pour travailler là. J'ai rencontré d'énormes difficultés. C'est beaucoup là. Et quand je suis quittée, je suis rentrée dans un cabinet pédiatrique. Je vous dis là, il n'y a pas de jeu de travail. Je suis au four et au moulin là. Tout ce qu'on me demande, je l'ai fait. Un jour, le médecin nous parle de réforme. Réforme. Alors que je suis restée dans ce cabinet 29 avril 2009. Ah. Je suis restée jusqu'en 2017. Je suis allée en congé et le médecin m'appelle pour dire qu'elle veut fermer le cabinet. Ah, c'est une dame. Oui. C'est une femme. Qu'elle veut fermer le cabinet. Là, elle m'appelle et me donne 20 000. Je ne suis pas déclarée. Pas d'assurance maladie. On me donne 20 000 alors que moi, j'attendais mon salaire pour préparer la rentrée avec mes enfants. On me donne 20 000 en me disant de rentrer. Si on a besoin de quelque chose, si j'ai besoin, nous sommes 4. Si on a besoin de quelque chose, de passer la voie. C'est quoi? Elle voulait fermer le salon? Elle a fermé, elle est allée dans la fonction publique, oui. Elle était vraiment... Ah, ok, d'accord. Oui, elle a fermé. Elle avait des difficultés? Non, réforme. Réforme? Oui. Ok. La personne qui travaille à l'hôpital ne peut pas avoir un cabinet. Donc, elle a fermé. La réforme, justement. C'est de là que je suis rentrée à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'aime pas rester tranquille. Mon frère m'a donné un frigo. Je commence par faire de la glace, des bissapes. Et je livre de la glace aux revendeurs de Pio Attack devant l'hôpital de Zone Solaire. C'est de là qu'un responsable, notre assistante sociale de la clinique coopérative Minoko, m'avait appelé et dit « Annick, tu ne peux pas vendre Pio Attack. Viens, de la glace, viens. Nous avons besoin de personnel. » Arrivé là, j'ai travaillé du 4 décembre. Je suis restée à la maison. Septembre, octobre, novembre pour vendre de la glace. Mais arrivé à la clinique coopérative Minoko le 4 décembre 2017, je vais vous dire, au 31 décembre, on m'a payé 3 000. J'étais avec une collègue. Elle est revenue. On va éviter d'appeler les noms et les structures. Elle est revenue. Voilà, excusez-moi. Elle est revenue. Elle m'a donné 6 000. En me disant qu'ils nous ont donné comme salaire. Je lui ai dit non, que je ne prends pas. D'aller leur retourner ça, que je préfère travailler sans salaire. C'est quoi? C'est pour le déplacement? Pour le salaire, comme salaire. Alors, on n'a pas parlé de salaire, on n'a pas parlé de déplacement. Vous avez commencé avec un contrat ou pas? Non, pas un contrat, on m'a engagé comme ça. C'est quoi? C'est comme ça souvent avec les aides-soignants? Même là où j'ai fait, là où je suis restée, et elle a fermé. Je n'ai pas de contrat, j'ai travaillé, je rentre comme ça. Mon premier salaire, c'est 10 000. Après, je commence par prendre 20 000 jusqu'à 35 000. Ah oui? Oui. Sans contrat. Sans contrat. Oui, mais est-ce qu'on ne vous a pas expliqué un peu non. Les thèmes, je dois dire, le contexte, la loi sur le travail, etc. Non, pas du tout. Vous n'avez pas cherché non plus à savoir? Non, si tu vas pousser, tu n'as pas trouvé à faire. Et même si tu sais tout, aller demander tout ça, la personne t'arrête. Tu vas te retrouver à la maison. Vaut mieux de rester là et prendre le petit que tu as trouvé. Alors, vous avez traversé tant de difficultés aujourd'hui. Oui. Je pense que ça va mieux à votre niveau. Tant qu'il faut dire que les aides-soignants ont beaucoup donné d'eux-mêmes au temps du Covid-19. On a vraiment vu la participation des aides-soignants au niveau des centres de confinement et il faut, à l'occasion de cette journée, leur rendre un hommage spécial, même au Bénin, à travers le projet Combler les écarts. Il y a des aides-soignants qui ont été recrutés l'année dernière pour combler un peu le vide au niveau des relais communautaires dans les coins recoins du Bénin. Aujourd'hui, Madame Annick, si vous devez lancer un appel, quel serait cet appel? Aujourd'hui, je remercie
la responsable avec qui je suis aujourd'hui. Vous êtes toujours dans le métier? Toujours dans le métier. Je n'ai pas laissé. Vous avez le bonheur, vous êtes à l'aise. C'est parce que j'aime le travail, sinon... C'est heureuse. J'allais laisser depuis. Même mes collègues m'ont dit, ils se sont démissionnés, ils m'ont dit de laisser. J'ai dit non, je vais rester dedans. Donc, avec celle avec qui je suis aujourd'hui, je la remercie beaucoup. Quand j'ai commencé avec elle, elle a commencé avec un contrat. Et ce que je n'ai jamais gagné dans ma vie qu'elle m'a donné, premièrement. Après, elle m'a déclaré, j'ai un numéro CNSS et une assurance maladie. Donc, je demande à tous les médecins que les aides-soignantes, vraiment, les aides-soignants, ils travaillent beaucoup dans les cabinets, dans les centres de santé. On travaille beaucoup. Les médecins nous exploitent. Quelle est une journée de travail chez un aide-soignant? En quoi est-ce que ça consiste? En quoi est-ce que ça consiste? Quand il met sa blouse, il vient dans l'hôpital, c'est quoi son travail? Son travail, c'est de mettre tout le centre propre. Le centre propre, si un prestataire de travail sort, il doit passer dans les salles pour mettre ça au propre. Et d'être à l'écoute des patients. Okay. Parce qu'il y a d'autres patients qui passent sans des parents à côté. C'est quoi? Il faut aller leur acheter à manger? Il faut les prendre comme vos parents. Ah oui? Oui. Parce que demain, on ne sait pas. Moi-même, je peux me retrouver comme eux. Donc, il faut beaucoup les aider. Ça, là, c'est la première. Et avoir l'accueil et le sourire. Bon, c'est vrai qu'au niveau de certaines formations sanitaires, on retrouve certains aides-soignants qui ne sont pas vraiment courtois et qui malmènent à la limite les patients. Et qui sont même plus forts que les médecins. Hein? C'est parfois même les directeurs, des hôpitaux. Oui, ils agissent plus fort que les directeurs des hôpitaux. Ils donnent des ordres, ils insultent, ils injurient. Parfois, ils tapent les patients. Exactement. Oui. D'autres nous agressent même. Ils nous insultent correctement. Quels sont vos rapports avec les médecins et les autres personnels, je dois dire... les infirmiers. Oui, les infirmiers, les médecins, les sages-femmes. Quel est le lien que vous faites entre ces divers acteurs? Si le médecin rentre dans son bureau comme ça, il veut prendre une blouse, un gant, il doit appeler le soignant qui va l'aider. On les aide beaucoup dans leurs tâches. Travail. Ok. Vous ne faites pas de prescription? Non, c'est formellement interdit. Ok. Donc, vous ne faites rien qui ait rapport aux soins proprement dit, sauf quand on nous demande de le faire. Oui. D'accord. Okay. Les gens disent que les aides-soignants volent beaucoup les médicaments des malades et les revendent. Moi, je ne peux pas le faire parce que si quelqu'un me vole, on dit que tu pas les prix, on ne va pas les prix. Est-ce que ça existe? Dis, voler un patient, demain on va te voler aussi. Hein. Mais il y en a qui le font. Je ne peux le dire. Moi, je n'ai pas vu. Bon, vous ne le faites pas. Alors, merci d'être passée sur ce plateau, Madame Annick Agbazo. Je rappelle, vous êtes aide-soignante depuis plus de 20 ans. Nous vous souhaitons une très belle retraite à la fin de votre carrière. En cette journée, donc, Tanguy, qui les célèbre, les aides-soignants, je voudrais qu'on puisse prendre un bout de temps pour leur reconnaître quand même le travail qu'ils font et les remercier pour, même si, je l'ai dit, au niveau de certaines formations sanitaires, on en retrouve qui sont vraiment pas faciles à vivre. Absolument. Et parfois, c'est des personnes très anonymes, parfois transparentes, parce qu'on ne voit pas a priori le rôle qu'elles jouent ces personnes-là auprès donc, des patients. Il y en a qui sont... avec beaucoup d'écarts de langage vis-à-vis de ces personnes-là. En tout cas, très bonne journée de fête à vous. Merci. Chère Annick Agbazo, merci d'être passée sur Actu Matin. Merci pour votre ténacité aussi, et votre engagement et surtout votre fidélité à cette profession. C'est rare de voir des gens très engagés, par amour en tout cas pour le métier qu'ils ont appris. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Ça vous reste combien de temps pour aller à la retraite? Je ne sais pas quoi. Ah, vous allez calculer après. En tout cas, profitez de votre temps, profitez de votre amour aussi et continuez à servir les patients et la nation. Bonne journée encore une fois. Merci.
Mesdames et messieurs, beaucoup de choses déjà sur Actu Matin depuis 7 heures. Moi, je vais vous proposer qu'on marque une pause, le temps de souffler et de revenir par ici avec les débatteurs. On va discuter, question de femmes, des violences basées sur le genre. Hier, c'était la journée consacrée à la lutte. À cet effet, nous allons dire 2 mots à ce propos, notamment qu'est-ce qui a avancé ces dernières années par rapport justement à ce qui se fait au Bénin au-delà des lois votées et au-delà des engagements et des campagnes de sensibilisation. Voici la pause. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
De retour sur ce plateau pour engager nos discussions. Ce matin, nous allons évoquer donc la question des violences basées sur le genre et faire le petit point de la lutte engagée par le Bénin contre le phénomène à travers lois, dispositions et institutions créées ça et là. Ulrich Gaba, bonjour. Bonjour Tanguy. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Est-ce qu'à votre avis, le phénomène a reculé ces dernières années, Franck? Reculer, vous savez, les violences basées sur le genre, ce sont des pratiques auxquelles nous sommes habitués depuis la nuit des temps. Si on en parle encore aujourd'hui, on y met un accent particulier, c'est parce que ça a commencé véritablement par prendre une certaine ampleur. Donc dire que ça a diminué, je vais dire plutôt que la veille, elle est permanente et on a ravivé la flamme de la lutte. Mais pour évaluer véritablement, il faut aller sur le terrain, il faut écouter les gens pour savoir de quoi ça retourne, comment est-ce que les gens vivent, les femmes, les hommes, comment ils vivent avec ces pratiques-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de volonté politique autour de la question. Il y a des engagements qui sont pris, il y a des actions qui sont menées au quotidien pour essayer de ralentir un peu, de freiner l'ardeur de ceux-là qui font de ces violences leur cheval de bataille et qui en font leur sport favori, parce que ce soit l'homme ou la femme, dans certains cas, en tout cas, les gens ont ce malin plaisir-là à exercer une forme de violence sur l'un ou l'autre. Et donc, je dirais plutôt que la lutte a été accentuée et on sent une sorte de, disons, de maîtrise plus ou moins de la situation. Riche. Dire que la lutte a évolué, c'est d'abord de regarder sous l'angle de l'agression physique. Parce que quand on parle de violence sur les gens, très souvent, on a tendance à ne voir que cet aspect. Et cet aspect, par rapport à la violence physique, l'agression faite sur la femme, on peut dire qu'il y a un grand travail qui a été fait à ce niveau et qui continue d'être fait. D'abord par rapport à l'arsenal juridique qui a été mis en place par le gouvernement béninois, et aussi l'installation, la mise en place, la création et la mise en place de l'Institut national de la femme qui aujourd'hui travaille beaucoup plus en installant même des points focaux un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Je pense qu'il y a un travail qui se fait et là, effectivement, il y a une sorte de maîtrise de la situation et la conscientisation d'une bonne partie de la population, y compris des hommes, bien évidemment. Mais quand on parle de violence basée sur le genre, il n'y a pas que l'agression physique que tout le monde voit d'habitude, que tout le monde entend d'habitude, mais il y a beaucoup d'autres. Je vais parler des micro-violences dont des femmes sont souvent victimes. Et quand on parle des micro-violences, c'est peut-être une petite blague mal positionnée ou déplacée, un petit geste qui ne répond pas aux normes. Et déjà même la conception qu'on a d'une femme qui a priori, regardez, observez un peu dans la circulation, il y a un fait que vous observez souvent, mais qui peut-être n'attire pas souvent l'attention. Vous voyez des hommes au volant, des femmes au volant. Vous allez voir, quand la femme qui est au volant, elle conduit ou peut-être qu'elle commet une petite erreur, observez un peu comment les motocyclistes l'insultent. Parfois on dit, ah ben oui, quelqu'un t'a acheté une voiture et tu te balades, ainsi de suite. Donc il y a souvent des caricatures, des images assez malsaines qu'on met au niveau de la femme. Ça, c'est une forme de micro-violence que les gens ne voient pas souvent. Donc en réalité, l'agression physique, c'est là, c'est en train d'être maîtrisé d'une certaine manière, mais il faut beaucoup plus travailler aujourd'hui sur la micro-violence qui sont en réalité le socle même de la situation. Est-ce que le combat a fait reculer ces dernières années ces actes? Beaucoup, c'est pour cela que j'ai fait la nuance entre l'aspect violence physique et les micro-violences. Violence physique, il y a eu beaucoup de recul, ça je peux le reconnaître, parce que de plus en plus, vous avez des sensibilisations. Il y a même des hommes aujourd'hui qui insistent sur le fait qu'il ne faut pas lever la main sur la femme, qui insistent sur le fait que même dans les foyers, ainsi de suite, au service, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc ça veut dire que la sensibilisation commence par porter un peu. Seulement qu'il faut maintenir la veille. Et puisqu'il y a encore un arsenal juridique qui est aujourd'hui tout autour, les gens craignent, les auteurs de ces actes craignent de se retrouver devant les tribunaux. Donc,
ce côté, c'est un peu maîtrisé, mais il faut maintenir la veille. Seulement qu'au niveau des actes, des petits comportements, des blagues qui, a priori, sont déplacées, les gens se disent que c'est normal, je peux dire ce que je pense. Observez un peu simplement, et je dis, c'est pas seulement au niveau des sociétés. Regardez dans les familles, le cocon familial, vous allez remarquer que quand on a une fille, qu'est-ce qu'on dit? On l'appelle souvent ma princesse. Mais quand on a un garçon, qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit mon champion. Regardez déjà cette distinction que l'on fait déjà au niveau des enfants. Le petit garçon, il croit, il grandit en se disant, ouais, je suis un champion, je suis fort. On met la force dans la tête du petit, mais au niveau de la femme, de cette petite fille, on la voit déjà comme une petite princesse, un âme faible, voilà justement. Et de l'autre côté, regardez les jouets que nous offrons à nos enfants. Un pistolet de l'autre côté, des choses pour travailler ses ménages, mais au niveau de la femme, observez ce qu'on lui donne. Souvent, c'est des poupées. Et on travaille l'instinct maternaliste chez la petite. C'est pour vous faire comprendre que déjà, au niveau de à la base, déjà, nous travaillons à faire une distinction entre les sexes. C'est cette distinction-là qu'il faut aujourd'hui travailler à corriger. On a vu beaucoup de lois votées, beaucoup de structures mises en place. Franck, est-ce qu'elles ont aidé un peu à faire changer les mentalités, les psychologies? Oui, aujourd'hui, on vit dans un environnement où les gens craignent tout au moins le fait d'exercer des violences sur la femme et même sur l'homme aussi, parce que lorsque on vous reconnaît coupable de violence sur la femme, par exemple, on sait que notre pays s'est engagé sur la voie de la protection de la femme et l'arsenal juridique qui a été voté ces dernières années, la mise en place des structures telles que vous le dites, et beaucoup d'ONG qui s'intéressent à la question, et même des hommes aujourd'hui très engagés dans les questions. Pourquoi même des hommes? Les hommes sont toujours engagés. Non, quand je dis même les hommes, vous savez que le débat sur le terrain, c'est qu'il y a des hommes qui subissent des violences, et il y en a qui disent, attention, la place de la femme, c'est... on fait une place au foyer, on fait une place à la femme. Il y a des hommes aujourd'hui qui vous disent, non, la femme, comme l'homme, doit participer au débat politique, doit participer, disons, à l'animation de la vie publique, doit également s'intéresser à tout ce qui se passe dans la société. Il y a quelques années en arrière, ce n'était pas le cas. Donc, il y a des gens, des hommes qui se battent pour ça. Pendant que dans le même environnement, il y en a qui sont stricts sur la question. La femme, ce n'est pas elle qui prend la parole en public, ce n'est pas elle qui fait ci, qui fait ça. Et donc, on a travaillé à changer un peu cette mentalité. Et ces dernières années, je pense que depuis le président Boni Yayi jusqu'au président Talon, où les choses ont été renforcées plus, je pense qu'il y a une certaine crainte en raison de l'arsenal juridique, en raison de l'engagement des pouvoirs publics, mais également en raison du fait que la femme de plus en plus s'affirme. Elle s'affirme pour revendiquer ses droits, pour qu'on lui reconnaisse ses droits. Mais dans notre culture, et c'est là le plus gros lot du travail à faire, et je pense qu'il faut associer les leaders religieux, les leaders d'opinion, disons ceux-là qui ont une certaine notoriété dans nos villages, dans nos contrées, pour qu'on puisse avoir ce changement de mentalité-là, parce que ça reste toujours ancré dans la tête de certains que la femme, c'est un être faible. La femme, il faut la mettre à la maison. Même les filles, dans certaines localités encore, continuent de dire il ne faut pas les scolariser, il ne faut pas faire... On doit travailler à changer cette tendance. Et donc, les résultats, on les aura sur le long terme. C'est un travail de longue haleine. On ne peut pas, par exemple, en 2024, dire on peut faire de petits bilans, mais ça va être un travail que nous ne devons pas relâcher. Si le travail qui a commencé depuis une vingtaine d'années, si en 2030 ou en 2035, on redescend et on ne progresse pas, ça va faire chuter la lutte et nous n'aurons pas les résultats escomptés. Pour conclure sur cette question, je pense que nous devons tous nous y mettre, parce que là où il y a violence, il n'y a pas paix. Là où il y a violence, on n'est pas à l'aise. Une femme qui est violentée ou un homme qui est violenté, parce que quand on parle des violences basées sur le genre... Parlons de violence tout court, plutôt que de violence basée sur le genre. Voilà, parlons de violence. Une violence, c'est une violence. Voilà. Qu'elle soit appliquée à un homme, qu'elle soit appliquée à une femme. Ça n'est pas je crois que c'est une violence d'une manière ou d'une autre, et il faut sévèrement la punir. Ouais.
sévèrement punir, justement parce que aujourd'hui, heureusement, fort heureusement, il y a tout un arsenal juridique tout autour qui permet quand même aux hommes et aux femmes de comprendre que la loi reste la loi et les tests doivent être respectés et quiconque enfreint à ces tests doit pouvoir subir les conséquences de son acte. Donc ça déjà c'est assez clair. Et Franck a bien fait de notifier, de préciser que au-delà de cet arsenal juridique qu'il y a, de la volonté politique que les divers gouvernements qui passent insufflent autour de cette dynamique, il faut revenir à notre société dans son intimité. Je veux parler beaucoup plus de cette culture dont nous avons hérité. Cette culture qui, à la fois, fait un petit mélange entre pudeur et hypocrisie où parfois, ce qui doit être dénoncé ne l'est pas, tout simplement parce qu'on estime que, vous risquez de jeter le propre sur la famille, vous risquez de jeter la honte sur votre personnalité, vous risquez de faire ci ou ça qui va dénigrer ou déshonorer, le mot juste, ou déshonorer la famille. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite frontière qui se mélange entre pudeur et hypocrisie, ce qui fait que ces femmes qui sont souvent victimes de ces actes, parfois, elles subissent sans pouvoir réagir. Parfois, il y a d'autres personnes qui suivent, mais qui n'arrivent même pas à réagir, à dire non, ça c'est pas bon. Et il y a une complicité tacite. Cette complicité tacite ne permet en réalité pas à ce que les tests soient réellement appliqués. Imaginez un peu une petite fille qui, dans son cocon familial, a subi des exactions, a subi une sorte de violence. Or, il y a des gens qui l'ont subi, mais les gens vont se dire, non, si nous sortons, c'est d'abord pour ternir l'image de la famille, c'est aussi pour vilipender l'image de la petite, parce qu'à la longue, elle est appelée à devenir femme. Et si demain, quelqu'un se souvient de cette histoire, est-ce qu'elle ne risque pas de ne pas être mariée ou tout ça? C'est-à-dire, entre pudeur et hypocrisie, on protège parfois des coupables, on protège des gens qui, d'une certaine manière, déciment ou détruisent la vie de ces femmes. Je pense qu'il y a un gros travail à faire. Ce travail, c'est quoi? C'est de commencer par travailler avec les leaders religieux, comme l'a dit Franck, travailler avec ces hommes et femmes qui, dans la société, accompagnent ces gens, ces femmes, ces filles, même ces hommes aussi qui subissent, parce que tout à l'heure nous l'avons dit, il n'y a pas que la femme, il y a aussi des hommes qui subissent. Donc ça peut vous dire que, regardez le leader religieux qui est là, qui accompagne, qui travaille d'habitude avec ces femmes-là, il doit pouvoir comprendre que les violences sur le genre, il doit travailler dessus. C'est important parce que tant que nous n'allons pas comprendre que toute la société doit s'y mettre, on va toujours se dire que c'est l'histoire des juristes, c'est le problème des organisations non gouvernementales qui travaillent pour la défense des droits de la femme, et ainsi de suite. Et chacun se dit, non, c'est pas mon problème, mais bien au contraire, nous sommes tous responsables. Alors, je repose ma question. Qu'est-ce que les lois et les institutions ont apporté à la lutte dernièrement, Franck? A instauré un climat de méfiance, un climat de prudence, voilà le mot que je cherchais. Parce que la présence des institutions, des structures que nous avons installées et le renforcement de l'arsenal juridique ont fait que aujourd'hui les gens ont peur tout au moins d'exercer une certaine violence sur les femmes. Vous savez, ce qui freine l'évolution de la lutte aujourd'hui, il y a quelques barrières. Nous n'avons pas la culture de la dénonciation, malgré tout ce qui est fait, à cause des considérations familiales, des considérations sociétales, traditionnelles. Il y a des femmes qui refusent toujours d'aller dénoncer les hommes qui exercent des violences sur elles. Et même certains hommes également qui refusent parce qu'on se dit, le riche l'a dit, ma famille va manger la honte, comme on le dit généralement disons, de façon courante, dans le langage courant. Ma famille sera réunie devant les tribunaux, je vais m'exposer au reste de la société. Il y a également le fait qu'il y a certains hommes qui maintiennent les femmes dans la servitude à cause des enfants qu'ils ont avec ces femmes-là. Écoute, si tu déconnes, je vais t'arracher les enfants, je vais prendre mes enfants. Et vu que la femme est très attachée aux enfants, eh bien, on la maintient là, on la fait souffrir sur des années et la femme perd
disons, son épanouissement, le sens de le goût de la vie, elle est violentée, elle a des chocs psychologiques, elle est traumatisée en permanence, et cela l'empêche de vraiment être heureuse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la présence de ces instituts et la présence des lois plus renforcées, cela fait régresser un tout petit peu ces violences-là qui sont exercées sur les femmes. Cela étant, moi je voudrais quand même, je pense que il faut chercher la solution holistique à ce problème-là. On verra les solutions qu'il faut apporter justement à ce niveau où on en est par rapport à la lutte. Je vous repose ma question. Qu'est-ce que les ONG, les institutions, les lois ont apporté ces dernières années à la lutte? Les ONG, ces structures qui travaillent ont beaucoup aidé. Les lois aussi ont beaucoup aidé. En ce sens qu'aujourd'hui, avant de poser un acte, chacun se pose des questions. Est-ce que l'acte que je veux poser, est-ce que cet acte ne va pas me créer des ennuis? Est-ce que cet acte ne va pas m'amener devant les juridictions? Est-ce que cet acte me permet véritablement de ne pas subir le coup de la loi? Ça déjà, c'est un acquis. Deuxième acquis, on sent beaucoup plus maintenant le contact avec la population, parce que ces structures vont au contact des populations. Il y a des villages dans lesquels des tests datant de très longtemps sont toujours là, et on estime que quand l'homme est assis ou quand l'homme commence à parler, la femme n'a pas le droit de venir parler. Et c'est toujours resté pendant longtemps. Aujourd'hui, ces structures vont vers ces villages, vont vers ces contrées, échanger avec des chefs de famille, échanger avec des leaders religieux, échanger avec certaines personnes qui ont des personnalités fortes dans leur contrée, dans leur milieu. Je pense que tout ça, ça contribue. C'est vrai que le combat n'est pas encore gagné, et certainement que le combat ne sera pas gagné d'ici peu. Comme l'a dit Jacques Lanzmann, un combat gagné sans difficulté réserve souvent des surprises désagréables. Donc, nous avons encore du travail. Il y a ce travail-là qui va se faire. Donc, dire que rien n'a bougé, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui a bougé. Même si ça bouge timidement, c'est déjà quelque chose. L'essentiel, c'est de ne pas démordre, c'est de maintenir le cap pour pouvoir mettre toutes les intelligences autour de ce combat, autour de cette volonté politique, autour de cette idéologie, pour que le combat soit un combat holistique, que ce soit pour tout le monde, que chacun le porte justement. Il y a Esther qui nous a rejoint entre temps. Esther, bonjour une femme, hein? Oui. Cette invitée. Je ne sais pas s'il y a Esther, un homme. Ah, on sait jamais. Si, il y en a. Moi, je connais. Oui, je connais. Oui. C'est les hommes? Exactement. Bon, on va demander le niveau d'instruction et de culture des parents pour voir quel était l'objectif visé. Antonin Esther bon, évidemment, on travaille à nous montrer qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Donc un homme peut être Fatou, bien Fati. Mais il y a des hommes Valérie, des femmes avec Y. Oui, avec Y. Bon, un I ou un Y, en tout cas c'est Valérie. Allez, on va discuter de la thématique avec Esther, à recueillir justement son avis. Deux questions déjà évoquées avant votre réinstallation dans ce studio. Hein. Est-ce qu'on peut dire que les violences contre les femmes, ça a baissé en temps? On ne peut pas dire que ça a vraiment baissé. Oui. C'est vrai qu'il existe différentes sortes de violences basées sur le genre. On parle de violences physiques, de violences sexuelles, de violences économiques, de violences psychologiques. Les violences physiques, sexuelles et économiques sont plus maintenant redirigées vers les violences psychologiques, parce qu'on sait que les autres violences, les impacts sont palpables, sont visibles. Donc, les experts entre griffes en violence se sont reconvertis. Oui, parce que oui, il y en a, on les sensibilise, on dit tout, mais ils sont quand même, on dirait qu'ils sont mollés dans cela. Ils aiment se sentir autoritaires, se sentir forts. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train d'exercer de la violence avec leur vis-à-vis. Donc, se sont reconvertis. Ah, bon, si vous le dites, parce que... Bon, non, ils se sont reconvertis dans... Voilà, dans la violence psychologique, parce que au moins cette violence, si la personne ne le dit pas ou qu'on n'a pas une certaine intimité avec la personne, on ne sent pas que la personne est en train de vivre une violence, que la personne est en train d'être traumatisée, en fait. Donc, on ne peut pas dire que ça a vraiment baissé.
les violences se sont reconverties tout simplement. Pour vous, elles se sont transposées, elles se sont transformées. Oui. On a quitté la violence physique pour la violence psychologique, donc pas palpable. Mais est-ce que les lois, les institutions qu'on a créées ces dernières années ont aidé, à votre avis, à améliorer un peu, je dois dire, les choses? Exactement, parce que si ce n'était pas amélioré, les violences ne se seraient pas transposées vers les violences psychologiques. C'est parce que les gens ont peur qu'on les dénonce, ils ont peur de la répression, ils ont peur d'être punis par rapport à ce qu'ils ont fait, qu'ils exercent autrement la violence au niveau de leur vis-à-vis. Donc, les femmes aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, il y a mon mari qui me traumatise, il me fait ci. Où sont les preuves? Où sont vraiment les preuves qu'il te fait ceci? Quand c'est une violence sexuelle, le gynécologue peut le constater. Quand c'est une violence physique, quand on voit la personne, on voit les traces sur sa peau. On voit des marques sur sa peau. Quand c'est une violence économique, il peut dire oui, j'ai un retard de salaire. Non, je n'ai pas été payé. La femme peut dire oui, mon mari, ce mois-ci, ne m'a pas donné la popote. Il ne s'occupe plus des dépenses qui sont afférentes à la scolarité des enfants et tout, parce que les enfants seraient à la maison pour faute de scolarité. Mais quand c'est une violence psychologique, on a du mal vraiment à déterminer que oui, cette personne-là est vraiment une victime. Donc, si les lois n'avaient pas eu vraiment de répercussions, on ne sentirait pas cela aujourd'hui chez les experts en violence. Comme vous aimez bien les appeler. Oui. Alors, quelles sont les actions qu'il faut qu'il faut mener pour davantage renforcer et avoir des résultats aujourd'hui, Loïc? Les premiers aspects, c'est de commencer déjà par continuer la sensibilisation, parce que c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de mieux expliquer ce que c'est que les violences basées sur le genre. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, tout le monde ne voit que les violences physiques. Et Esther l'a rappelé tout à l'heure, parce qu'il y a au-delà des violences physiques, c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a les micro-violences. Les micro-violences, on ne les voit pas souvent. Donc, quand on parle de violences basées sur le genre, pour le commun des mortels, c'est le monsieur qui a battu, la femme qui a été battue, la femme qui a été violentée sexuellement, la femme qui a été insultée. Donc, il y a tout ça là qu'on voit. C'est cette violence verbale, cette violence physique. Voilà, tout ce qui est tangible et qu'on peut palper et dont on peut avoir les preuves tangibles, là, c'est ce que tout le monde voit. Mais en réalité, c'est beaucoup plus palpé, bien évidemment. Voilà. Donc, au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres formes de violence. Des violences qu'on ne voit pas. C'est pour ça que je parlais des micro-violences. Ces micro-violences qui sont peut-être une petite blague très mal placée, parce que c'est une manière de rabaisser, d'humilier, de choquer. La dame, elle reçoit le choc. La femme reçoit ce choc. Vous imaginez, il y a nos filles qui vont parfois à l'école. Parce qu'on sait très bien que la fille, à partir d'un certain âge, son corps, en fait, les besoins physiologiques créent des sensations ou des effets hormonaux chaque mois. Et imaginez cette fille qui, dans ces conditions-là, se retrouve peut-être humiliée par un collègue. Vous sentez un peu le choc que cette petite peut recevoir. Parfois même revenir en classe lui sera très difficile. C'est des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont là dans la société, tapis dans l'ombre. Donc déjà, il faut commencer par mieux expliquer aux populations ce que c'est que les violences basées sur le genre. Et c'est qu'à partir de cela qu'on peut commencer par dire, attention, donc ça là que je faisais, mais c'était réellement une violence que j'ai exercée sur une femme, que j'ai exercée sur une fille. Donc, mais quand on ne connaît pas réellement ce que c'est que les violences, mais on les applique, on les fait. Et parfois on se dit même c'est naturel parce que nous avons hérité d'une société, d'une idéologie qui nous a façonné de la sorte. Et maintenant, pour déconstruire justement cette idéologie, c'est difficile. Il faut d'abord commencer par expliquer, savoir d'où ça vient, comment cela se fait. Et ce n'est qu'à partir de cela que nous pouvons commencer par dire, attention, là ce que tu fais, c'est pas bien. Et ceci me permet de dire que nous devons être les gendarmes les uns des autres. C'est-à-dire, celui qui commence par poser un axe, par faire preuve d'actes de violence, que ce soit micro-violence ou violence physique, violence psychologique qu'on sort, l'autre qui est à côté doit pouvoir lui dire, attention, là où tu vas, c'est pas bon. Alors, non, Esther d'abord. Oui, comme Ulrich l'a dit, il faut intensifier les sensibilisations, surtout au niveau de nos leaders religieux,
de nos sages, parce qu'ils ont tendance à vouloir conserver une tradition, une culture qui n'avantage pas vraiment les filles, surtout les filles, et qui ne permet pas d'aboutir aux résultats que nous espérons. Donc, il faut intensifier les sensibilisations aussi au niveau des écoles. Parce qu'un camarade de classe qui se moque d'une fille, par exemple, qui s'est tachée parce qu'elle est en période menstruelle, peut-être qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train d'exercer une violence sur cette fille-là. Parce que c'est psychologique. Elle est atteinte, mais pour lui, c'est juste une blague. Donc, il faut également intensifier les sensibilisations au niveau des écoles. Commencer déjà par, bon, disons la classe de CM1, parce qu'il y a certaines filles en classe de CM1 qui ont déjà atteint ce degré-là de maturité et qui ont déjà commencé par avoir, voilà, physiologiquement, elles sont déjà en train de se métamorphoser. Donc, il faut commencer par le cours primaire et monter cours secondaire, cours universitaire. Et vraiment, ce n'est pas seulement au niveau des filles, les garçons également peuvent être victimes de violences. Donc, il faut sensibiliser des deux côtés. Ah oui, des garçons victimes de violences. De la part de qui? De la part des filles ou peut-être des professeurs. Ça. Ah, d'accord. Oui. Je suis heureux que Esther fait cette petite nuance. Sinon, sa première intervention, sa première intervention m'avait laissé un peu perplexe, tout simplement parce que j'ai remarqué, comme d'habitude, certaines femmes ne prennent pas le problème dans son entièreté. Tout simplement parce que dans nos ménages aujourd'hui, vous savez, tout ce qu'elle a cité, ça montre que les violences aujourd'hui constituent une hydre. Ça a plusieurs, disons, connotations, ramifications. Lorsque la personne prend par tel chemin et est dénoncée, peut transformer ça sur le plan psychologique, économique. Mais il y a des femmes qui exercent des violences, toutes ces formes de violence sur les hommes. Ah bon? Oui, parce que, vous voyez, ils ont des enfants peut-être ensemble. Et à cause de ces enfants, on fait la misère à l'homme. Tout ça, on va lui dire, l'enfant est malade aujourd'hui, demain, parce que l'enfant est malade. Non, ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours. On observe dans la société. Et on lui prend de l'argent tous les jours. Parfois avec, disons, la complicité des belles-mères, parfois avec la complicité des proches. Non, il a de l'argent. Il dépense sur l'autre parce que l'autre, les enfants qui sont aussi... Il ne fallait pas avoir l'autre, justement. Non, ce sont des situations, ce sont des situations qui arrivent. Oui. Même dans votre propre foyer, lorsqu'il y a des problèmes, et peut-être que la femme se déplace pour aller chez ses parents, à bonjour les manigances. On manigance tous les jours, on dit que l'enfant doit faire ci, mon enfant doit faire ça, et ce sont des violences vraiment qui choquent les hommes et qui parfois sont obligés de prendre des mesures à leur corps défendant pour dire, mais écoutez, il faut arrêter, je vais maintenant aller. Moi, je sais, et je suis impliqué dans un couple, par exemple, l'homme a eu un enfant avec la femme. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, mais la femme, lui fait la misère de toute cette vie-là. C'est quoi, il n'y a pas un commissariat dans le coin? Justement, parce qu'ils ne veulent pas aller devant les juridictions. Ils ne veulent pas aller devant... Elle appelle violente, insulte, les messages viennent en cargaison par jour. Et lorsque vous faites ça, et le monsieur va péter peut-être un câble, qui va s'occuper de l'enfant? Donc c'est pour dire, moi je ne dis pas qu'il faut exercer des violences sur les femmes, mais l'action appelle la réaction. Il faut travailler à ce que les femmes comprennent que votre conjoint, même si un jour il arrivait que vous ne soyez plus ensemble, il faut trouver le juste milieu à cause de l'enfant ou des enfants qui vous... Le dépit d'amour, c'est compliqué à gérer. Vous parlez parce que vous êtes, mettons quoi, pas sous l'emprise de ce sentiment qui vous fait aveugle. Parce que quand vous n'avez pas fini, vous, d'aimer la personne et que la personne part, c'est une déception qui peut vous laisser avoir des comportements. À un moment donné, vous avez tous deux tiré sur la corde, vous avez suffisamment tiré sur la corde et elle s'est cassée. Donc vous allez tous assumer les responsabilités. Vous avez beau aimer la personne, disons à 99%, mais lorsqu'il y a rupture, vous trouvez le moyen pour extérioriser votre choc et pour vous en départir et continuer le monde. La vie ne s'arrête pas à cet événement-là. Et donc, cela ne doit pas rejaillir sur
l'avenir des enfants. Surtout l'avenir des enfants. Donc, lorsque ça se produit, moi, je pense qu'il faut trouver le juste milieu et les violences seront circonscrits. Mais ceux qui se mettent en position d'adversité, il faut lui faire savoir que ce qui m'a fait, ça m'a fait mal, et ainsi de suite. L'homme aussi, même s'il est calme, des revanchards donc, par principe. Oui. Par principe. Et donc, nous devons discuter. Quel que soit le problème, il faut discuter pour trouver le juste moyen. C'est vrai, il y a des hommes, et lorsqu'on va mettre ça dans la balance, vous allez voir que ça va peser du côté de l'homme que de la femme qui exerce la violence. On trouve que la femme, il faut la bannir, il faut la chicoter, dans notre société actuelle, au XXIe siècle, en tout cas, pour ce que moi je sais du Bénin, lorsque vous le faites et la société est au courant, je veux parler des autorités, vous en aurez pour votre compte. C'est pour dire que nous devons tous lutter pour éliminer autant que faire se peut les violences au niveau et des hommes et des femmes. Voilà. Surtout insister sur les deux aspects. On a tendance justement à minimiser ou à oublier le plus souvent. Je ne dis pas que les violences faites aux femmes, ça n'existe pas ou que c'est de mince épaisseur. Mais on a tendance souvent en ces journées-là à ne mettre l'accent que sur la femme. Alors que pour moi, et ce n'est pas principe, hein, on n'a même pas besoin de faire des élaborations législatives singulièrement par rapport aux violences faites aux femmes. Il faut élaborer une législation pour tout le monde. Quand c'est violence, c'est violence. Il faut sanctionner avec la dernière. Et ça s'applique aussi bien à l'homme que la femme, etc. Que ce soit violence physique, que ce soit violence morale, etc. Plutôt que de faire une législation. Vous avez raison, parce que le seul fait de dire violence faite aux femmes, institut de ci. Oui, on a créé une double société. Voilà, une double société. On est en train de créer une double société où on a une catégorie de loi affectée à une catégorie de transsocial, et puis on a aussi une catégorie maintenant de loi qu'on a faite à une autre catégorie. Et du coup, je sais pas, on pourrait arriver à un moment donné à une société. Vous savez, à la fin de la journée, lorsque l'homme prend son sac du boulot et il sait qu'il veut rentrer à la maison, il est dans tous les états, il dit mais je ne sais à quelle sauce je serai mangé ce soir-là. Parce qu'on l'attend de pied ferme. D'abord, déjà, quand même, non, il y a des femmes gentilles, il y a des femmes gentilles, il y a des femmes avenantes. Il y en a. Si vous quittez la maison, ma mère, il y a des problèmes, c'est que vous allez revenir à l'époque, ça c'est certain. Mais si vous quittez avec toute la joie qu'il faut, et que dans la journée vous avez entretenu justement cette relation, vous avez de rentrer à la maison. Il y a des hommes qui reçoivent des demandes d'explication pour avoir, par exemple, si vous avez l'habitude de rentrer à 20h30. Non, prenez les dispositions. Franck, si au départ, avec votre petite amie, quand vous aviez commencé au début, pour rentrer à 18h19. Là, il y a une compétition. Oui, pour rentrer à 18h19. Voilà. Et qu'entre-temps, votre boulot vous amène à ne plus rentrer à 18h, trouver les moyens de lui expliquer de façon objective. Si vous apportez les preuves, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle continuera à vous enquiquiner. Et là-dessus, je vais vous donner un exemple d'un douanier de l'ORTB, il est à la retraite maintenant, qui a partagé cette belle expérience avec moi. Il a dit, bon, en fait, c'est un technicien, mais lui, il opérait en studio, donc, et il n'avait pas la possibilité de voyager, etc., dans le temps donc, et son rythme quotidien lui permettait de rentrer à 18h, 19h, 20h et de voir sa famille. Mais à un moment donné, on l'a affecté de ce service, donc désormais il pouvait aller faire les tournées, les reportages. Vous savez que les reportages, ça peut finir à 23h01, 1h du matin, ça dépend de l'activité. Alors sa femme a commencé à s'énerver et pourtant elle lui a apporté toutes les preuves. Bon, il s'est entendu un jour, quand son chef l'a programmé, il était déjà rentré, hein, quand son chef l'a rappelé pour lui dire, écoute, comme vous le faites là, Franck, comme vous le faites, vous laissez les gens rentrer, puis après vous leur dites, bon, il y a un truc, il faut revenir au boulot là. Exactement, c'est comme ça qu'il l'a subi. Et donc, il s'est apprêté pour sortir quand sa femme a dit jamais. Ça ne peut pas se passer. Aujourd'hui, ça ne peut pas aller. Sinon, c'est ton pied, mon pied. Le monsieur a dit, ok, au moins ça, je l'accorde. Donc, le monsieur l'a embarqué sur sa vieille moto et puis ils sont allés au boulot. Et puis... les collègues étaient un peu surpris de voir leur collègue en couple. Ils m'ont dit non, il faut vous calmer, c'est juste qu'elle va m'accompagner. Ils ont fini à 2h du matin. Voilà. Et donc ils sont rentrés. En route, la dame commençait à se plaindre. Bon, il faut trouver quelque part où on pourrait se restaurer parce que vraiment, le monsieur a dit vraiment que lui n'a pas envie de manger au dehors, ou qu'il n'a pas vraiment faim. Donc c'est quand ils sont arrivés à la maison vers 2h30, il a dit bon, maintenant...
voici, moi j'ai travaillé, voici l'argent de la popote. Maintenant, je veux manger avant de dormir. Vous pouvez aller à la cuisine maintenant. Donc, il y a toujours des moyens d'expliquer à la femme, de la convaincre que, bon, on a des difficultés au boulot. Et quand ça change, c'est que ça change. Et quand vous prenez les mots et les manières pour lui expliquer, je crois que la femme n'est pas aussi difficile. Elle comprendra, n'est-ce pas, Esther? Oui, elle comprend toujours. Elle va comprendre, oui. 9h déjà. C'est pareil avec les hommes qu'il y a aussi. toujours un mais. Oui, mais avec les hommes également, c'est pareil. Ah bon, quoi? Comment? Ben, tu finis au boulot, tu t'attends à rentrer dans une belle ambiance. Tu rentres, on te dit, c'est à telle heure que tu rentres à la maison, une femme. Est-ce que vous avez pris le temps de prévenir? Exactement. Ah oui? Oui. Mais bon, on arrive à se comprendre quand tu dis, ok, j'ai été retenu par le reportage, ça n'a pas vite fini. Non, ça, ce n'est pas une action a posteriori, mais il faut le faire avant. C'est ce que Tanguy a dit. Oui, je vais sur un reportage, mais je ne sais pas à quelle heure je termine. Je suis venue à la maison tard. Il n'a pas aimé. Oui, c'est le reportage qui m'a retenu jusqu'à cette heure-ci. Mais à quel moment vous l'avez retenu? Enfin, à quel moment vous l'avez prévenu? C'est ça le problème. Ben, on s'écrivait. Et si mon portable s'éteint quand je suis en reportage? Là, ça devient compliqué. Ça devient un gros problème. C'est vrai que le Bénin n'a pas encore toute l'indépendance énergétique qu'on a espérée depuis 2016, mais au moins, il y a toujours une prise qui et malgré la 5G, les réseaux flottent, la connexion flotte pas. Oui, ça va toujours. Allez, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Ah, tenez, n'oubliez pas la rue de presse, mais c'est juste après moi. Passez une très bonne journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Commençons la revue de presse du jour par cette information sur le ministère de l'Eau, de l'Énergie et des Mines qui était devant la commission budgétaire du Parlement à ce sujet. Le meilleur affiche que ce ministère a décroché près de 203 milliards et demi de francs CFA, ce qu'explique davantage le pays émergent qui relate que le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a présenté le lundi 25 novembre 2024 devant la commission budgétaire les grandes orientations de son budget très ambitieux pour 2025. Le projet de budget du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines s'élève à 203 milliards 146 millions de francs CFA contre 165 milliards 950 millions de francs CFA en 2024, marquant ainsi une augmentation de 22,41%. Le ministre Samou Adambi a précisé que ce budget se décompose en 1,98% pour les dépenses ordinaires, soit 4 milliards 27 millions de francs CFA, pour les activités de soutien aux 3 programmes métiers, 98,02%, pour les dépenses au capital, soit 199 milliards 118 millions de francs CFA pour la mise en œuvre des projets et programmes, dont 86 milliards 678 millions de francs CFA. Fraternité s'intéresse à d'autres ministères pour informer qu'au nombre des ministres reçus hier lundi, il y a le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui. Devant les députés, ce dernier a défendu un projet de budget de 146 milliards 904 millions de francs CFA contre 117 milliards 376 millions de francs CFA en 2024 pour son département ministériel. Pour l'année 2025, un accent sera mis sur le projet de développement des chaînes de valeur, des racines et tubercules. De même, pour la mise en œuvre de ces activités au titre de l'année 2025, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi aura besoin de presque 20 milliards 448 millions de francs CFA contre une dotation de 9 milliards 908 millions de francs CFA en 2024, soit une augmentation de 10 milliards 539 millions de francs CFA. Ce budget est constitué majoritairement pour la mise en œuvre des projets d'inclusion des jeunes et celui d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. Ensuite, renseigne le matinal, les crédits alloués au ministère de la Justice et de la Législation pour le compte de l'année 2025
s'élève à 37 milliards 655 millions de francs CFA contre 37 milliards 213 millions de francs CFA en 2024, soit un accroissement de 1,19% réparti en dépenses ordinaires à hauteur de 27 milliards 135 millions de francs CFA et en dépenses en capital à hauteur de 10 milliards 520 millions de francs CFA. L'investissement public du ministère de la Justice affiche une diminution de 10,70%, passant de 11 milliards 780 millions à 11 milliards en 2024 à 10 milliards 520 millions de francs CFA pour 2025. Ces crédits d'investissement, essentiellement à financement intérieur, sont destinés à l'amélioration de l'accès à la justice à travers la construction des juridictions et établissements pénitentiaires, ainsi qu'à la dématérialisation des services. Le budget de fonctionnement est constitué des dépenses de personnel, d'acquisition de biens et services, ainsi que de transferts. Hors du Parlement, le matinal rapporte le non catégorique de l'Union progressiste Le Renouveau en ce qui concerne l'audit du fichier électoral par l'opposition, pour expliquer que le parti Union progressiste Le Renouveau a reçu hier une délégation du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. La rencontre a eu pour principal centre d'intérêt l'échange sur l'audit du fichier électoral, tout en saluant cette démarche qui conforte la démocratie participative. L'UPR s'est formellement démarqué de l'initiative portée par le parti, les démocrates, et émis quelques observations contenues dans le communiqué signé du secrétaire général de la haute direction politique du parti, Gérard Benocci. Dans un premier temps, ajoute Fraternité, le parti du Baobab a jugé qu'il n'était ni cohérent ni responsable pour une formation de la majorité présidentielle de soutenir une initiative mettant en doute un dispositif électoral qu'il a politiquement défendu et contribué à bâtir. Selon l'UPR, l'organisation de l'audit telle qu'elle est envisagée découle d'une méfiance non partagée par le parti. Le cadre de concertation des partis politiques n'a pas associé l'UPR aux discussions qui ont mené à cette initiative, peut-on lire dans le communiqué. Dans un second temps, l'UPR s'est attaché au fond de la démarche en rappelant que la notion de fichier électoral n'a plus cours dans l'architecture juridique du Bénin. En vertu des lois sur l'identification des personnes physiques et le code électoral, le registre national de l'Agence nationale d'identification des personnes constitue la base unique à partir de laquelle la liste électorale informatisée est extraite. Le matinal n'en dit pas moins et pointe que sur le fond, l'UPR relève le fait que la demande du CCP est en déphasage avec les lois en vigueur qui encadrent l'établissement de la liste électorale informatisée. Les objectifs généraux et spécifiques contenus dans les termes de référence évoquent en effet un fichier électoral alors qu'il n'y a plus au Bénin aucun processus qui permette aux citoyens de s'inscrire sur un fichier électoral. Il est prévu plutôt dans les lois en vigueur un registre national établi à partir des registres communaux obtenus après l'enregistrement de toutes les personnes physiques de nationalité béninoise, duquel est extraite une liste électorale informatisée provisoire à la veille de chaque année électorale et ensuite la liste électorale informatisée. Et puis sur la question de la transition verte et du développement durable, la Nation indique ce matin que le Bénin a lancé un cadre d'action climatique ambitieux lors de la conférence des Nations Unies sur le climat COP29 qui s'est tenue à Bakou en Azerbaïdjan. Présentée le 15 novembre dernier, cette initiative vise à accélérer la transition verte du pays et à soutenir son développement durable. En collaboration avec plusieurs institutions financières internationales et partenaires du développement, le Bénin cherche à mobiliser des ressources financières cruciales pour lutter contre les effets du changement climatique tout en répondant à ses priorités en matière d'adaptation et d'atténuation. Romuald Waraï, ministre de l'économie et des finances, a souligné l'importance de l'engagement des partenaires financiers pour traduire les objectifs climatiques du pays en actions concrètes. Dans ces colonnes, Fraternité revient sur la mort de Faisal Ourougani dans la nuit du lundi 18
au mardi 19 novembre pour faire observer que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Malgré les multiples dénonciations par les citoyens des abus de certains éléments de la police républicaine dans l'exercice de leurs fonctions, les bavures policières s'accentuent d'année en année. Progressivement, l'on se rend à l'évidence que l'humanisme déserte le forum. Mais avant de jeter la pierre aux hommes en uniforme, pense le journal, il serait aussi utile de s'intéresser à leurs conditions de vie et de travail, étant donné que nul n'est méchant volontairement. Face à cette situation, propose le journal, face à cette situation, les organisations syndicales, notamment de la police, devraient véritablement jouer leur partition afin de satisfaire aux besoins de ces corps habillés pour qu'en retour, ils donnent satisfaction aux populations. C'était la revue de presse quotidienne. Merci d'avoir été à l'écoute.